Bonjour à tous, suite de la capsule chapitre 12, réaction de combustion, on va revenir sur le critère de réussite numéro 2, puisque vous devez aujourd'hui savoir faire la distinction entre énergie thermique notée Q, le pouvoir calorifique noté PC et l'énergie molaire de combustion notée E combustible. Alors je reviens sur ce schéma que vous avez tous dans votre TP qui est assez parlant, hein. Première chose, nous avons vu que Q est l'énergie thermique transférée et du coup est forcément négatif. Cette énergie thermique est liée du coup à une relation permettant de calculer l'énergie molaire de combustion et de calculer le pouvoir calorifique. Alors, ce sont deux formules à connaître par cœur. Q est égal à la quantité de matière du combustible multipliée par l'énergie molaire de combustion. Attention, si Q, comme Q est négatif, que la quantité de matière est positive, forcément l'énergie ici de combustion sera négative. Bah, normal vu les remarques étant donné que l'énergie est définie par rapport au système contenant le combustible. Comme il perd de l'énergie du combustible est négative. Deuxième formule qui lie énergie thermique et pouvoir du coup calorifique massique, c'est égal à Q est égal pardon, à moins la masse du combustible multiplié par le pouvoir calorifique. Alors, s'il y a un moins devant, c'est tout simplement parce que le pouvoir calorifique, c'est un pouvoir, c'est une valeur absolue, donc il sera toujours positif. Il est défini par rapport au système chauffé. D'accord? Ce que je dois retenir de cela, c'est que je peux calculer de trois manières différentes l'énergie thermique. Première manière à partir de l'énergie du coup molaire de combustion. Deuxième manière à partir du pouvoir calorifique. Et troisième manière, parce que vous avez bossé hier en TP, vous avez calculé l'énergie thermique Q à partir de l'étude du milieu extérieur. En effet, je rappelle qu'hier, vous avez déterminé expérimentalement l'énergie thermique à partir de la formule Q est égale à la masse du milieu extérieur multipliée par la capacité calorifique petit c du milieu extérieur multipliée par la différence de température entre la fin de la combustion et le début de la combustion. Ici, nous avions étudié du coup la variation de température de l'eau lors de la combustion de l'éthanol ou lors de la combustion d'une amande. D'accord? La particularité, c'est que dans cette expérience, je m'intéresse à la masse du milieu extérieur, c'est-à-dire l'eau qui chauffe, alors qu'ici, si j'exploite ces deux formules, je m'intéresse à la quantité de matière ou la masse du combustible, c'est-à-dire du milieu interne. Alors l'objectif de cette séance, c'est d'exploiter ces différentes relations mathématiques mettant en lien du coup les trois grandeurs caractéristiques de l'énergie transmise au cours d'une combustion, tout en s'intéressant aux enjeux dans l'environnement dus à ces réactions de combustion. Alors du coup, l'intérêt, c'est que lors d'une combustion, il se forme du gaz à effet de serre, le CO2. Il va falloir du coup avoir un recul sur le choix du combustible de telle sorte à ce qu'il y ait le moins d'émissions de gaz à effet de serre. D'autres enjeux, du coup, on va s'intéresser à l'utilisation de combustion dans le domaine des transports et de l'habitat. Et enfin, du coup, face à l'exploitation des combustibles, on va chercher les alternatives, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser une énergie fossile, peut-être utiliser des énergies renouvelables lors d'une combustion. Vous avez du coup à bosser l'exercice 1, 9 et 10, page 62 et 65. Je vais commenter la correction. Alors, correction de l'exercice 1 qui est déjà résolu, je vais juste le commenter. On va s'intéresser ici à la combustion de l'hexadécane parce que 16 carbones du coup qui se suivent. Et après avoir écrit son équation de combustion, vous devez
calculer l'énergie libérée par la combustion du gazole pour 35 maisons à Tahiti, sachant que pour 35 maisons, ils utilisent un volume de 2000 litres du coup du gazole. Vous avez ici en donné le pouvoir calorifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez exploiter la formule qui est du coup Q qui est égal à moins petit m fois le pouvoir calorifique. Donc correction type, hein, pour équilibrer, on a dit qu'on s'intéressait en premier lieu au carbone, sachant que le combustible a toujours un coefficient Stokio égal à 1. Donc 16 CO2 pour équilibrer. Puis les hydrogènes, étant donné que j'ai 34 hydrogènes, 17 fois 2, ça fait bien 34. J'ai 17 molécules d'eau. Et enfin, je mets une fraction pour avoir la conservation des atomes d'oxygène, puisque 16 plus 17 égale 49 oxygènes, soit 49 divisé par 2 fois 2. D'accord? Alors question 2, vous devez calculer l'énergie libérée par du coup l'exploitation de 35 maisons à Tahiti qui exploitent du coup 2000 litres de gazole par an. Vous allez devoir exploiter la formule suivante, Q est égal à moins la masse du gazole fois son pouvoir calorifique, étant donné que vous connaissez ici le pouvoir calorifique du gazole. Attention à l'unité de mesure. Ce sont des kilojoules par kilogramme. Donc première chose, ça fait 45,3, 10 exposant 6 joules par kilogramme. Joule par kilogramme veut dire que la masse dans la formule doit être en kilogrammes. Je vais donc exploiter la formule M est égal à masse volumique fois V. Mais attention, la masse volumique, je vais faire en sorte que ce ne soit pas en grammes par litre, mais en kilogrammes par litre. OK? Donc ça fait du 0,770 kg par litre fois 2000 litres. Donc j'aurai bien ici des litres annulés et du coup une masse résultante en kilogrammes multipliée par du coup le pouvoir calorifique. OK? Je trouve quelque chose aux environs de 70 gigajoules parce que giga est égal à 10 exposant 6. On se rend compte qu'en fait, 35 maisons à Tahiti équivaut à une consommation d'une seule maison en France, puisque on me dit dans les données que la consommation énergétique d'une maison française en un an est de 70 gigajoules. Voici donc du coup cet exercice qui permet de calculer l'énergie thermique libérée Q, qui est négatif, à partir de quoi? À partir du pouvoir calorifique. Deuxième exercice type, hein, l'exercice 9. Donc l'objectif ici sera d'exploiter cette fois-ci la relation entre l'énergie thermique libérée, c'est-à-dire Q, et l'énergie de combustion, ici molaire, c'est-à-dire E-combustion. Donc comme tout exercice de démarrage, vous devez écrire les équations de combustion en, je rappelle, équilibrant d'abord les carbones, puis les hydrogènes, puis les oxygènes. D'accord? Une fois que cela est fait, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. On s'intéresse à la question du coup de évaluer la masse de dioxyde de carbone produit par chacune de ces réactions lorsqu'elle libère une énergie égale à moins de 100 kJ. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai l'énergie molaire de combustion pour les deux combustibles. Je vais donc exploiter cette fois-ci la relation Q est égale à la quantité de matière de combustible multipliée par son énergie molaire. OK? Là ici, qu'est-ce que je connais? Je connais l'énergie molaire. Je connais Q, je vais pouvoir en déduire la quantité de matière de combustible, c'est-à-dire ici la quantité de matière du méthane, CH4, et la quantité de matière ici du butane, C4H10. OK? Q divisé par l'énergie molaire est égal à cette quantité de matière. Alors évidemment, hein, ici, une quantité de matière doit être toujours positive. C'est pour ça que vous avez un rapport de deux valeurs négatives.
OK. J'ai du coup les quantités de matière du méthane et la quantité de matière du butane libéré, enfin consommé, pardon, lors de la combustion. Ce n'est pas la question qu'on me pose. On me demande quelle est la quantité de matière de dioxyde de carbone formée. Donc ça veut dire que moi je connais la quantité de matière de méthane qui a réagi. Grâce à un tableau d'avancement, vous allez pouvoir en déduire la quantité de matière formée. Alors vous imaginez maintenant de tête le tableau d'avancement. Il se trouve que la quantité de matière de CO2 constitue X max. Sachant que du coup, tout le méthane a été consommé. Ça veut dire quoi? Que sa quantité de matière initiale moins Xmax est égale à 0. Ça veut dire que Xmax, c'est directement la quantité de matière du méthane. Donc N, du coup, CH4 réagit, divisé par 1, en fait, c'est divisé par le nombre stoichiométrique, hein, d'accord? Est égal, du coup, à la quantité de matière du CO2 formé. D'accord? De la même manière, du coup, à partir de la quantité de matière du butane réagi, j'ai la quantité de matière de CO2 formée. Je peux ainsi exploiter ces deux résultats. Je m'intéresse du coup à la dernière question. En déduire, enjeu énergétique, hein, programme de première, pour une même énergie libérée, donc 200 kJ libérés, le combustible qui génère le moins de CO2. Je compare les deux valeurs et je constate que le méthane libère moins de dioxyde de carbone que le butane. Voilà pour cet exercice type. Alors on peut s'intéresser aussi à l'exercice 10 où par rapport à l'enjeu énergétique, ici au préalable j'ai comparé les quantités de matière de dioxyde de carbone. Je peux aussi comparer le pouvoir aussi calorifique pour être bien complet sur le choix du combustible. Donc on me dit un consommateur veut installer une chaudière qui émet le moins possible de gaz à effet de serre. Il a donc ici le choix entre le fioul et le gaz de ville. Il faut indiquer le bon choix pour répondre aux attentes du consommateur. Alors, ici, en quoi la réaction de combustion contribue à l'effet de serre, puisque les combustions produisent du dioxyde de carbone. Donc, je veux avoir un combustible qui émet le moins de CO2. Donc là, ici, je vais m'intéresser au gaz de ville. Et lorsque je m'intéresse au gaz de ville, je me rends compte que son pouvoir calorifique, c'est-à-dire l'énergie libérée du coup en joules par kilogramme de combustible consommé, est plus élevé que pour le fioul. Donc j'ai un pouvoir calorifique qui doit être le plus grand possible et du coup une émission de CO2 qui doit être la plus petite possible. Le gaz de ville est le plus adapté. Voilà pour ces exercices d'entraînement.